Alors, plongeons dans les politiques publiques. Alors, moi, je vous présente les grands constats d'un portrait qu'on a réalisé en 2021 qui s'intitule « Que faisons-nous au Québec pour nos tout-petits et leurs familles ?» qui recense toutes les politiques publiques municipales, fédérales, provinciales qui sont déployées pour les tout-petits au Québec. Donc, une collaboration avec 60 experts sur une durée de 3 ans environ. Nous, pour chaque thématique, on va documenter l'efficacité des politiques. Est-ce qu'elles ont été, quand elles sont documentées, on en parlait là, dans l'atelier juste avant, c'est pas toujours le cas. Donc, mais quand elles sont documentées, donc on a tout recensé ça. Et aussi, pistes de solutions, qu'est-ce qui se fait à l'international, qu'est-ce qui se fait à l'échelle locale et à l'échelle régionale dont on pourrait s'inspirer pour améliorer nos politiques. Donc, c'est tout présenté là. Alors moi, je vous présente juste en 8 minutes de vol d'oiseau, fait saillant, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce document-là. Premièrement, qu'est-ce que c'est qu'une politique publique? Alors, de quoi qu'on parle? Donc, des actions stratégiques déployées par le gouvernement, soit pour améliorer la vie de nos familles, soit pour augmenter un phénomène qu'on juge souhaitable comme l'adoption des saines habitudes de vie ou diminuer un autre phénomène comme la pauvreté. Donc, les politiques sont mises en œuvre par différents acteurs gouvernementaux, mais aussi publics, privés, communautaires. Alors, ce portrait-là contient 14 chapitres, 14 thématiques qui courent très, très large. Donc, on va du dépistage de précoce des vulnérabilités, l'accès aux services de garde de qualité, logement et sécurité alimentaire, accès aux soins néonataux, conciliation famille-travail, soutien financier des organismes communautaires famille, transport actif. Donc, très, très large. Pourquoi? Parce que chaque enfant se construit et s'épanouit grâce à ses interactions avec son environnement physique et humain. Donc, le développement de l'enfant, c'est un modèle dynamique, interactif, qui est influencé par sa famille, son service de garde, sa communauté. Donc, c'est pourquoi l'OCDE recommande une approche globale en petite enfance. Alors, les actions les plus efficaces sont celles qui intègrent à la fois des politiques qui visent directement le bien-être et le développement des tout-petits, comme par exemple le suivi périnatal, les services de garde, qui vont soutenir les parents, mesures de conciliation famille-travail, maison de la famille, et qui vont améliorer les conditions de vie, logement, politique municipale pour qu'on soit capable d'envoyer nos enfants jouer dans les rues de façon sécuritaire, etc. Donc, 3 types de politiques, mais c'est la somme, donc, des politiques, qui est la seule susceptible de faire une vraie différence. Donc, la somme des politiques cohérentes entre elles et actualisées dans une vision intégrée qui pourra faire une vraie différence pour l'égalité des chances de nos tout-petits. Donc, prenons pour exemple, on veut arriver à ce que notre enfant soit actif. Donc, on lui met un ballon dans les mains, il va rien se passer. Donc, c'est sûr que si on déploie des activités physiques dans les services de garde, nos municipalités s'assurent que nos quartiers soient propices pour que nos enfants aillent jouer dans les rues. On soutient les parents pour les aider à mettre en place des saines habitudes de vie. On favorise l'accès aux soins de santé pour intervenir en cas de handicap. On s'assure qu'il y a une politique de transport actif dans notre municipalité. Donc, c'est cette somme-là qui va faire une vraie différence. Premier constat. Ensuite, prenons aussi pour exemple les politiques de soutien financier aux familles. Donc, selon la chaire de recherche en fiscalité en finances publiques, le programme d'aide sociale, il est documenté efficace. Par contre, il est certain que cette politique-là, elle n'est pas suffisante à elle seule pour couvrir les besoins de base des familles. Elle doit absolument s'accompagner de politiques qui visent à favoriser la sécurité alimentaire, à l'accès à un logement abordable et adéquat. Elles doivent aussi s'accompagner de mesures de conciliation famille-travail, de conciliation famille-travail-études, dans certains cas, pour être efficaces. Ensuite, pour être efficaces, les politiques doivent aussi, donc celles qui, dans le portrait, sont documentées les plus efficaces sont celles qui ont impliqué différents secteurs. Donc, l'intersectorialité, elle est garante
de succès dans les résultats d'évaluation quand on a impliqué beaucoup de monde. Pour la même raison que je vous ai nommé tout à l'heure, un enfant s'épanouit grâce à tout ce qui se passe autour de lui, humain et environnement physique. Donc, pour exprimer cette idée-là d'intersectorialité, prenons l'exemple de la prévention de la maltraitance. Alors, la littérature a démontré de façon claire qu'aucun facteur de risque n'est responsable à lui seul de la maltraitance. Les causes sont en général multiples et étroitement associées entre elles. Donc, les conditions de vie dans lesquelles grandissent un tout petit, il faut les voir comme un presto, où on va ajouter un facteur de risque à chaque fois. Donc, le stress lié à la conciliation famille-travail, le faible revenu, le soutien social qui est absent, les symptômes de dépression chez les parents, une consommation abusive d'alcool ou de drogue. Donc, plus ces conditions-là s'accumulent, plus le risque augmente. Donc, un peu comme le presto, dont la température augmente à chaque fois. Alors, en améliorant les conditions de vie des familles, on prévient la maltraitance, donc le soutien au logement, l'aide aux revenus, mesures de conciliation famille-travail, formation continue des professionnels, soutien social et accès à des services de garde de qualité sont toutes des politiques qui ont été documentées scientifiquement efficaces ou prometteuses, pas nécessairement au Québec, mais aux États-Unis, dans d'autres pays, pour prévenir la maltraitance. Donc, ces études-là, elles existent et c'est démontré. Parce qu'on donne de l'aide aux parents, on leur permet d'avoir assez d'oxygène pour jouer leur rôle. Les politiques sont puissantes au Québec. Nous-mêmes, on a des gains qui sont démontrés et il y en a eu qui ont des répercussions qui sont tangibles sur les conditions de vie. Prenons l'exemple du régime québécois d'assurance parentale qui a contribué à ce que les parents demandent des congés parentaux. Prenons les papas, par exemple. Donc, la proportion des pères qui ont bénéficié de prestations, elle a presque doublé, passant de 27% en 2005, l'année prochaine à 56%. Et elle n'a cessé de croître, cette participation-là, jusqu'à 72% en 2019. Pourquoi? Parce que les parents, les papas, se sentent plus légitimes, plus autorisés à prendre un congé parce que le RQAP est venu avec un congé exclusif pour eux, de 3 à 5 semaines. Donc, cette politique-là, elle a fait une vraie différence. Et pourquoi c'est positif? Ce phénomène-là a des effets sur le développement des tout-petits. Donc, la recherche montre qu'un congé d'au moins 5 semaines influence la façon dont un papa apprend à devenir père, continue à l'être par la suite, et la présence paternelle contribue aussi à un meilleur partage des responsabilités entre le papa et la maman. Prenons maintenant l'exemple des services de garde. Si un bel exemple où une politique peut avoir des effets différents. Alors, la fréquentation d'un service éducatif de qualité peut réduire l'écart entre les résultats scolaires des enfants issus de milieux défavorisés et ceux issus de la classe moyenne. Donc, ça, c'est démontré. Le déploiement du réseau québécois de services de garde a aussi fait augmenter de façon directe ça. On peut dire que c'est un lien direct sur le taux de participation des femmes qui, pour les mêmes années, est passé de 68% à 80% en 2018, alors qu'en Ontario, pour la même période de temps, on a augmenté non pas de 12 points, mais de 4 points, parce qu'il n'y a pas en Ontario, c'était tout récemment, ça vient d'être adopté que ça va aller mieux, mais jusqu'à tout récemment, il n'y avait pas de tel réseau. Même chose pour le faible revenu. Donc, ça, c'est une figure. Donc, c'est pas il n'y a pas de lien direct qui a été démontré, mais on peut penser que cette augmentation-là, pour les mêmes années, des femmes qui participent au marché du travail a contribué à la diminution de tout-petits qui vivent dans des familles à faible revenu. C'est sûr que c'est pas parfait, il y a des inégalités, des défis qui demeurent. Donc, les inégalités persistent, qui traversent absolument tout le portrait. Par exemple, certains programmes ne tiennent pas suffisamment compte des barrières d'accès qui empêchent des familles vulnérables de bénéficier des services qui ont pourtant été déployés pour elles. Donc, on a là aussi des pistes, des initiatives qui sont recensées
dans ce document-là pour permettre de lever ces barrières d'accès, dont le projet juste avant de vigilance, on applique énormément. Donc, c'était absolument formidable. Un autre constat aussi du portrait, on a des tout-petits au Québec doublement vulnérables. Donc, les tout-petits des familles à faible revenu, les tout-petits issus des communautés autochtones, les enfants qui ont des besoins particuliers, les enfants immigrants, mais aussi d'autres origines ethnoculturelles qui sont nés ici, sont touchés de façon beaucoup plus importante par les inégalités, logement, insécurité alimentaire, faible revenu. Et ces mêmes tout-petits-là sont également les plus touchés par les barrières d'accès. Donc, on a des tout-petits doublement vulnérables. Alors, par exemple, chez les Premières Nations, 47% des enfants des Premières Nations, 25% des enfants inuits vivent dans la pauvreté au Canada, tandis que le taux de pauvreté infantile des enfants canadiens est de 17,6%. Ces mêmes tout-petits-là, 23% vivent dans des logements surpeuplés. Autre exemple, 40% des parents de tout-petits qui ont des besoins particuliers, donc déjà facteurs de vulnérabilité, ont dû avoir recours au privé pour obtenir le rapport du professionnel requis dans le cadre d'une demande d'allocation pour l'intégration d'un enfant handicapé parce qu'ils ne parvenaient pas à avoir ces services-là dans le réseau public. Absolument. Bien, justement, on leur demande de payer pour des services alors que souvent un parent ne travaille pas pour prendre soin de l'enfant. Alors, en conclusion, rappelons-nous que c'est la somme des politiques, et ça, c'est un constat transversal pour les 14 thématiques. Quand nos politiques sont cohérentes entre elles, elles sont actualisées, mises en œuvre dans une vision intégrée, ça fonctionne. Autre constat, rappelons-nous l'importance de la collaboration. Donc, même chose, les politiques qui ont été documentées efficaces sont celles où on a coordonné un peu comme, j'arrête pas de citer ce projet-là qui m'a vraiment très émerveillée juste avant nous, comme un projet de vigilance où on a plein de monde qui travaille ensemble. Donc, la bonne coordination entre les différents acteurs, qu'ils soient donc les décideurs politiques, les acteurs gouvernementaux, mais lorsqu'on interpelle aussi les employeurs, les organisations communautaires, l'efficacité des politiques est primordiale. Alors, on avait envie de terminer avec les termes du regretté Clive Hertzman, qui est le fondateur du Canada Research Chair in Population Health and Human Development, qui est une très belle phrase dans un rapport qu'il avait déposé à l'OMS en 2007. Alors, les sociétés qui investissent dans la petite enfance et la famille sont celles dont l'état de santé est le meilleur et dont les niveaux d'inégalité en matière de santé sont les plus faibles du monde. Alors, nos politiques peuvent devenir de puissants leviers, à condition qu'on se donne les moyens de nos ambitions. Merci.